cómo una apuesta insana de estudiantes de ingeniería creó el avión de guerra más rápido de Europa. O título traducido, francés, será Comment le pari insensé d'étudiants en ingénierie a créé l'avion de guerra le plus rapide d'Europe. Como já sabemos, o limite de 60 minutos não será possível de cumprir, pois dependemos da sua aprovação a cada etapa. Vamos focar na qualidade e na emoção. Aqui está a introdução, 300 palavras. E o primeiro parágrafo, visando 2, dizer 0 palavras, mas focado em ser denso e completo. Début du script. Bienvenue sur Aile de Gloire, la chaîne où les légendes du ciel sont forgées dans l'acier, le feu et parfois la pure folie. Quand nous pensons aux grands avions de guerre, nous imaginons des ingénieurs d'âge mûr, des hommes comme Messerschmitt, Supermarine ou Yakovlev, dessinant des chefs-d'œuvre dans des bureaux d'études silencieux. Nous pensons à la puissance des gouvernements, à des budgets illimités. Mais si je vous disais que l'un des avions les plus rapides et les plus révolutionnaires d'Europe n'est pas né d'un comité, mais d'une dispute, une simple apostat, un pari insensé lancé par-dessus une table de café par une bande d'étudiants arrogants, c'est une histoire de jeunesse, d'arrogance, et d'une idée si folle qu'elle n'aurait jamais dû voler. C'est l'histoire de la façon dont une blague d'étudiants, conçue pour humilier leur professeur, a accidentellement donné naissance à une machine de guerre qui a laissé la Luftwaffe sans voix. Si vous aimez ces récits où l'audace et l'irrévérence de la jeunesse défient l'establishment et changent l'histoire, vous êtes au bon endroit. Avant que nos moteurs ne vrombissent, prenez un instant pour vous abonner à Aile de Gloire, pour laisser un j'aime sur cette vidéo, et surtout, pour nous dire dans les commentaires depuis quel pays et quelle ville vous nous regardez aujourd'hui. Préparez-vous au décollage. Toulouse, 1938. L'air de la ville rose n'est pas seulement doux, il est électrique. C'est le cœur battant de l'industrie aéronautique française. C'est ici que se trouve Supaéro, la Mecque des ingénieurs, l'endroit où l'on forme l'élite qui dessinera les cieux de demain. Mais en 1938, l'ambiance n'est pas à la rêverie. L'Allemagne nazie vient d'annexer l'Autriche. En Espagne, les Messerschmitt Bf 109 allemands et les Fiat CR 32 italiens font des ravages, surclassant tout ce que la République, et par extension la France, peut leur opposer. L'armée de l'air française est désespérément en retard. Ses meilleurs chasseurs sont des Deweytin D510, des Morane Saulnier, des machines magnifiques, mais déjà obsolètes, certaines encore avec des ailes en toile et des cockpits ouverts. Le ministère de l'Air, paniqué, lance un appel d'offres. Un chasseur 1940, un intercepteur moderne capable de rivaliser avec le Bf 109. La réponse de l'establishment est prévisible. Le professeur Émile Darlan, sommité de Supaéro et consultant principal du ministère, est un homme de la vieille école. Vétéran de Verdun, il croit en la manœuvrabilité. Pour lui, la vitesse pure est une mode allemande vulgaire. La vraie bataille se gagne dans le dogfight, le combat tournoyant. Son projet, soutenu par le gouvernement, est un biplan. Un biplan, en 1938. Un chef-d'œuvre d'agilité, mais avec une vitesse de pointe ridicule. Et c'est dans ce contexte que nous trouvons les Trois Mousquetaires. C'est le surnom donné à 3 étudiants de dernière année, les plus brillants, mais aussi les plus arrogants de leur promotion. Il y a Jean-Luc Audran, le visionnaire, l'aérodynamicien, un jeune homme qui rêve de flux laminaires, un concept que Darlan considère comme de la science-fiction. Il y a Pierre Sagnac, le motoriste, un colosse qui pense qu'un moteur ne tourne pas, il explose. Et il y a Marc Dutilleul, l'ingénieur structure, un type silencieux qui croit plus au bois moulé qu'à l'aluminium. Il méprise Darlan. Il méprise l'establishment. Il voit la Luftwaffe se préparer à mettre le monde à feu et à sang, et il voit leur professeur polir les cuivres d'un navire qui coule. La confrontation a lieu dans le grand amphithéâtre de Supaéro. Darlan présente son projet de biplan à une délégation du ministère. C'est un exposé magistral sur la stabilité et le taux de virage. Au fond de la salle, Audran, Sagnac et Dutilleul chuchotent et finissent par éclater de rire lorsque Darlan parle d'une structure en bois et toile optimisée. Darlan, l'œil injecté de sang, s'arrête. Le silence se fait. Monsieur Audran, mon cours vous amuse? Vous qui passez vos nuits à dessiner des jouets futuristes, vous avez peut-être une meilleure solution pour arrêter les Messerschmitt? Jean-Luc Audran, 22 ans, arrogant comme seul un génie peut l'être, se lève. L'air crépite. Oui, professeur, j'en ai une. Votre biplan,
C'est un cercueil élégant. Il se fera abattre avant même d'avoir vu l'ennemi. Le Bf-109 vole à 550 km/h. Vous proposez 480. Vous envoyez nos pilotes à la mort avec un bel avion de cirque. L'amphithéâtre est sous le choc. C'est une insubordination totale. Darlan devient blême. Et vous, monsieur, je sais tout. Vous pouvez faire mieux, j'imagine, avec vos théories de flux laminaires qui n'existent que sur le papier. Oui, répond Audran, sa voix ne tremblant pas. Nous le pouvons. Darlan ricane. Vous, les 3 mousquetaires, un aérodynamicien de pacotille, un motoriste qui fait tout exploser, et un charpentier. Ne me faites pas rire. C'est là que le pari est lancé, par Sagnac, le colosse. Mettez-nous au défi, professeur. Quoi? Un pari. Vous avez 6 mois pour construire votre biplan. Donnez-nous 6 mois et un hangar vide, sans budget, juste de la ferraille. Et nous construirons un avion qui volera à 700 km/h. Un silence de mort. 700 km/h. C'est 105 km/h de plus que le record du monde. C'est de la folie. C'est insensé. Les membres du ministère rient. Darlan, lui, voit une opportunité en or d'écraser cette nouvelle génération arrogante. Un pari insensé, dit Darlan, sa voix sifflante. Très bien, j'accepte. Vous aurez le hangar 14, celui qui menace de s'effondrer. Vous aurez accès à la ferraille. Et quand, dans 6 mois, votre folie ne quittera même pas le sol, vous serez tous les 3 renvoyés de Supaéro et interdits à vie de l'industrie aéronautique française. C'est compris? Audran, Sagnac et Dutilleul se regardent. Ils viennent de parier leur avenir sur une vantardise. Accepté, dit Audran. Le pari insensé est scellé. Cette nuit-là, les 3 étudiants ne sont plus arrogants. Ils sont terrifiés. Ils se retrouvent dans leur petit appartement, l'odeur de café froid et de tabac flottant dans l'air. 700 km/h, Jean-Luc. Souffle Sagnac. Tu es fou. Le meilleur moteur de France, l'Hispano Suiza 12i, ne nous donnera jamais ça. Pas avec un avion normal. Exactement, dit Audran. Il déroule un plan sur la table, un plan qu'il cachait depuis 1 an. Ce n'est pas un avion, c'est une flèche. Voilà pourquoi nous ne construirons pas un avion normal. Le plan est une hérésie. Pour aller vite, il faut vaincre la traînée. Et la traînée vient de l'hélice et du cockpit. Regardez, dit Audran. Le moteur n'est pas à l'avant, il est derrière le pilote. C'est une hélice propulsive. Le pilote est dans un néant vert, comme un planeur. Le flux d'air est parfait, laminaire, sur toute la longueur. Une hélice propulsive? Dutilleul est sceptique. C'est un cauchemar pour le refroidissement. Et le centre de gravité sera un désastre. C'est là que tu interviens, Marc, dit Audran. Il ne sera pas en métal, il sera en bois, en contreplaqué moulé, comme une coque de bateau, léger mais incroyablement solide. On pourra lui donner la forme d'une goutte d'eau parfaite. Et le moteur? Demande Sagnac. Un Hispano Suiza, dit Jean-Luc, mais pas un seul. Sagnac le regarde, horrifié. Tu n'y penses pas. 2, tu veux mettre 2 moteurs dans un chasseur, il sera aussi lourd qu'un bombardier. Non, dit Audran, ses yeux brillant d'une lueur folle. Pas côte à côte. On va les marier. On va prendre 2 V8, les coupler sur un seul arbre de transmission, dans le fuselage. Un supermoteur de 2000 chevaux, que l'on va créer nous-mêmes. Le silence se fait. C'est un plan conçu pour échouer à chaque étape. Un avion en bois. Un pilote assis à l'avant. 2 moteurs couplés derrière lui, entraînant une hélice propulsive. C'était un cauchemar aérodynamique. Un cauchemar de motorisation. Et un cauchemar structurel. C'était le Rafale F1. La Rafale folle. L'avion de guerre le plus rapide d'Europe venait de naître. Non pas d'un calcul, mais d'un pari insensé. Le hangar 14 était moins un bâtiment qu'une épave. La pluie de novembre filtrait à travers les tôles rouillées du toit, formant des flaques boueuses sur le sol en terre battue. Les rails étaient plus nombreux que les outils. C'était le cimetière de Supaéro, l'endroit où l'on stockait les biplans de 1917, les moteurs Anzani cassés, les rêves brisés. Pour le professeur Darlan, c'était une prison parfaite pour l'arrogance de ses 3 étudiants. Pour Jean-Luc Audran, Pierre Sagnac et Marc Dutilleul, c'était leur royaume. L'échéance de 6 mois était un couperet suspendu au-dessus de leur tête. Ils n'avaient pas de budget. Ils n'avaient pas de main-d'œuvre. L'administration de l'école, sous l'ordre strict de Darlan, leur avait interdit l'accès aux ateliers principaux. Ils ne pouvaient utiliser que ce qui se trouvait dans le hangar, de la ferraille. Ils commencèrent par la structure, le domaine de Marc Dutilleul.
L'avion devait être en bois, mais pas n'importe quel bois. Il fallait du contreplaqué moulé, un procédé à la pointe de la technologie, utilisé seulement par quelques fabricants de bateaux de course. On ne peut pas construire une coque en métal qui ait cette forme, expliqua Marc, en caressant la maquette en argile de Jean-Luc. La goutte d'eau parfaite exige des courbes composites. Le métal se plie. Le bois, on peut le former. Mais comment? Ils n'avaient pas de presse à vapeur, pas d'autoclave. Alors ils en ont construit un. C'était leur premier acte de folie pure. Ils récupérèrent une vieille chaudière de locomotive à vapeur mise au rebut, un monstre de fonte de 10 tonnes qui gisait dans un coin. Sagnac, le motoriste, passa 2 semaines à la dessausser, à la retaper, à la rendre étanche, risquant sa vie à chaque test de pression. Pendant ce temps, Marc et Jean-Luc construisirent le moule, le squelette de leur avion. Ils le sculptèrent à la main, dans du plâtre et du bois de récupération, comme des artisans de la Renaissance. C'était une forme magnifique, lisse, futuriste. Puis vint la première tentative. Ils prirent des feuilles de plaquage de bouleau, volées la nuit dans le hangar des planeurs, les enduisirent d'une nouvelle colle expérimentale à base de caséine qu'ils avaient empruntée au laboratoire de chimie et les drapèrent sur le moule. Ils poussèrent l'ensemble dans la chaudière, la cocotte minute de Sagnac. Ils ouvrirent la vapeur. Le hangar se remplit d'une fumée âcre et sifflante. 1 heure plus tard, ils sortirent leur création. Ce fut un désastre. La colle n'avait pas tenu. Le bois s'était fendu, transformé en une masse boursouflée et délaminée. C'était bon pour le feu. Darlan, qui faisait sa ronde d'inspection quotidienne, arriva à ce moment-là. Il regarda l'épave fumante, puis les 3 étudiants, couverts de suie et de colle. « Magnifique, messieurs », dit-il d'une voix mielleuse. « Une sculpture moderne, sans doute. Le temps presse. Plus que 5 mois. » Il partit, son rire sec résonnant dans le hangar. Cette nuit-là, l'arrogance avait disparu. Jean-Luc était assis, la tête entre les mains. Il a raison, c'est impossible. La colle ne prend pas. C'est Marc, le silencieux, le charpentier, qui trouva la solution. Il n'utilisa pas la science. Il utilisa le savoir-faire de son grand-père, ébéniste. Ce n'est pas la colle, Jean-Luc, c'est la pression. La vapeur ne suffit pas. Il faut presser le bois pendant qu'il cuit. Il faut l'étouffer. Et comment on fait ça, génie? Grogna Sagnac. On n'a pas de presse hydraulique. Non, dit Marc. On n'en a pas besoin. Le lendemain, ils découpèrent des centaines de mètres de vieilles toiles à incendie dans les réserves. Ils créèrent un sac à vide artisanal. Ils drapèrent leur bois encollé sur le moule, l'enveloppèrent dans la toile, la rendirent étanche avec de la graisse de moteur et y fixèrent le tuyau d'une puissante pompe à vide qu'ils avaient bricolée avec un moteur de camion. Ils mirent le tout dans la chaudière. Cette fois, quand Sagnac ouvrit la vanne, la pompe à vide se mit en marche. La toile se plaqua contre le bois avec une force de plusieurs tonnes, forçant la colle à pénétrer dans les fibres du bois sous l'effet de la chaleur. Ils laissèrent cuire pendant 8 heures. Quand ils ouvrirent le sac, ils retinrent leur souffle. Ce qui émergea était parfait. Une demi-coque de fuselage, lisse comme du verre, incroyablement légère, mais si rigide que Sagnac, de tout son poids, ne pouvait pas la faire plier. C'était une monocoque. Ils avaient créé une peau qui était aussi la structure. Ils avaient éliminé le besoin de longerons et de cadres en métal. Ils venaient de gagner 500 kilos. Pendant ce temps, Sagnac s'attaquait au cœur de la bête, le supermoteur. Darlan leur avait donné accès à la ferraille. Et dans la ferraille, il y avait 2 épaves de chasseurs Morane-Saulnier, écrasés à l'entraînement, leur moteur Hispano-Suiza 12X en piteux état. Sagnac, avec l'aide de 2 autres étudiants motoristes qu'il avait convaincus de rejoindre sa folie, les démonta pièce par pièce. Son idée de coupler 2 moteurs était un cauchemar mécanique. Il devait les faire tourner en parfaite synchronisation, les relier à une seule boîte de vitesse, qui n'existait pas, et transmettre 2000 chevaux à une hélice via un arbre de transmission de 3 mètres de long qui devait passer sous le cockpit du pilote. « C'est impossible !» lui lança un professeur de mécanique. La vibration. L'arbre de transmission va entrer en résonance harmonique et se briser comme du verre. Et votre boîte de vitesse, elle va fondre. Sagnac sourit. Alors on ne lui laissera pas le temps de vibrer.
Il passa un mois dans la fosse, sale de la tête aux pieds. Il ne dessina aucun plan. Il forgea la boîte de vitesse. Il utilisa les engrenages d'une transmission de char Saumois S35 abandonnée, connue pour son couple monstrueux. Il les usina lui-même, à la lime, à l'oreille, jusqu'à ce que le son soit parfait. Pour l'arbre de transmission, il utilisa un arbre d'hélice de torpilleur de la marine, une pièce d'acier conçue pour résister à l'eau salée et au choc. Il le monta sur des paliers en caoutchouc massif qu'il avait coulé lui-même, pour boire les vibrations. Le résultat était une abomination. Un monstre de 800 kilos, 2 moteurs V8 boulonnés tête-bêche, reliés par une boîte de vitesse de char, crachant le feu par des échappements rudimentaires. Quand il le démarra pour la première fois, la détonation fit éclater les vitres restantes du hangar 14. Le sol trembla. Le son n'était pas celui d'un avion. C'était celui d'une voiture de course de l'enfer. Mais il tournait. Et il tournait en synchronisation. Il ne restait plus qu'à combiner les deux miracles. Jean-Luc Audran, l'aérodynamicien, supervisait la jonction. Ils firent descendre le moteur monstre dans la coque en bois lisse. Ce fut le mariage de la brute et de la belle. Et c'est là que la folie du concept d'Audran devint évidente. En plaçant le moteur à l'arrière, il avait libéré l'avant. Il n'y avait pas de moteur pour bloquer la vue. Il dessina un nez entièrement en plexiglas moulé, offrant au pilote une visibilité à 360 degrés, ce qu'aucun chasseur de l'époque n'avait. L'avion n'avait pas d'aile. Il était une aile. Les radiateurs de refroidissement, cauchemar de la traînée, ne furent pas placés sous le nez. Audran les intégra à l'emplanture des ailes, utilisant le flux laminaire pour les refroidir sans créer de turbulence. 5 mois et 20 jours après le pari, le Rafale F1, Fou 1, était terminé. Il était sur ses roues. Il ne ressemblait à rien de connu. Il était petit, trapu, son nez en verre brillant comme un insecte, ses 2 hélices contrarotatives à l'arrière lui donnant l'air d'un poisson bizarre. Il était magnifique, et il était terrifiant. Il était temps de voir s'il pouvait voler. Avril 1939. Le champ d'aviation de Toulouse-Blagnac est baigné d'une lumière de printemps cruelle et claire. Le vent d'OTAN souffle, un vent sec, turbulent, le vent des fous, comme l'appellent les pilotes locaux. C'est le jour du jugement. Les 6 mois sont écoulés. Sur le tarmac, l'establishment de l'aéronautique française est rassemblé. Le professeur Émile Darlan, au centre, plastronne, son chronomètre en or à la main, s'adressant aux officiers du ministère de l'Air. À sa droite se trouve son triomphe, le Darlan D14, un biplan all-in pur, sa toile argentée brillante au soleil, son moteur Hispano-Suiza ronronnant avec la précision d'une montre suisse. C'est l'incarnation de la manœuvrabilité. Un avion déjà obsolète, mais techniquement parfait. L'ambiance est celle d'une exécution publique. Et à l'autre bout du terrain, sortant du hangar 14 comme une créature d'un autre âge, se traîne la folie. Le Rafale F1 est hideux sur la piste. Son train d'atterrissage, cannibalisé sur un bombardier Potez, est trop haut, lui donnant une allure gauche, le nez pointé vers le sol. Sa coque en bois, peinte à la hâte en bleu de France, a l'air terne à côté de l'argent du D14. Le son de son moteur monstre n'est pas un ronronnement. C'est une toux rauque, un grondement de V8 américain mal réglé, les 2 moteurs luttant pour leur synchronisation. Les rires fusent. « Il est en bois !» s'esclaffe un pilote d'essai. « C'est une caisse à savon. » Darlan lève la main pour demander le silence. « Messieurs, la première épreuve. Le biplan D14 va démontrer le taux de montée et la vitesse, selon le cahier des charges. Le pilote d'essai du ministère, un homme décoré, monte dans le D14. L'avion s'élance, décolle en moins de 100 mètres et grimpe dans le ciel comme un oiseau, effectuant un Immelmann parfait. C'est une démonstration d'agilité magnifique. La radio crachote la performance. Vitesse de pointe. 465 km/h, plafond atteint en 8 minutes. C'est honorable. C'est exactement ce que le ministère attendait. Darlan s'incline. Maintenant, dit-il, son sourire s'élargissant jusqu'à devenir cruel. Voyons l'engin de ces étudiants. Si, bien sûr, ils ont trouvé un pilote assez fou pour le faire voler. C'est le coup de grâce. Il le sait. Aucun pilote d'essai certifié ne risquera sa vie dans un prototype non approuvé, en bois, avec 2 moteurs couplés par un arbre de transmission de char. Le pari est gagné d'avance. Il n'y aura pas de vol. « Il y en a un !» dit une voix grave. Pierre Sagnac, le motoriste, le colosse, s'avance.
Il porte une combinaison de vol sale et un casque de cuir. Quoi? Darlan est stupéfait. Vous? Vous n'êtes pas pilote d'essai. Je suis motoriste, répond Sagnac en grimpant dans le nez en plexiglas. C'est mon moteur. Je suis le seul à savoir comment il respire. Si la folie doit exploser, j'exploserai avec. Jean-Luc Audran et Marc Dutilleul sont blancs comme des linges. Ce n'était pas le plan. Pierre, tu es fou, murmure Jean-Luc. Tu n'as que 40 heures de vol sur un stamp. Ferme-la, l'intello, grogne Sagnac en bouclant son harnais. Tu l'as dessiné. Marc l'a construit. Mon travail, c'est de le faire chanter. Le silence tombe sur le tarmac. Ce n'est plus une blague, c'est un suicide. Sagnac ferme la verrière en plexiglas. Il est seul dans sa bulle. L'arbre de transmission de 3 mètres passant entre ses jambes, les 2 V8 rugissant dans son dos. Il pousse les gaz. Le son est apocalyptique. Les 2000 chevaux s'éveillent. L'avion ne roule pas. Il bondit. Le Rafale déchire la piste. Il n'a pas besoin de 100 mètres. Il est en l'air en 50, arraché du sol par la puissance brute de son hélice propulsive. Il monte. Mais ce n'est pas la montée élégante du biplan. C'est une montée verticale, comme un boulet de canon. En moins d'1 minute, il n'est plus qu'un point dans le ciel, ayant déjà dépassé le plafond de 8 minutes du D-14. L'hilarité a cessé. Darlan a cessé de sourire. La vitesse, murmure un officier du ministère. Qu'il fasse le test de vitesse. Sagnac, à 5000 mètres, stabilise la machine. La radio grésille. Sa voix est à peine audible, étouffée par l'effort et la vibration. Mon Dieu, ça vibre. L'arbre. Je le mets en palier. Je pousse les gaz. Pleine. Puissance. L'avion plonge légèrement, puis accélère. Sur la station de chronométrage au sol, les 2 observateurs suivent le Rafale, qui passe comme une flèche bleue. L'un d'eux lâche ses jumelles. Impossible. Quoi? Hurle Darlan. Le chronomètre, il a dû se casser. Parlez! Crie un général. L'observateur déglutit. Le premier passage, 680 km/h. Un murmure de stupeur. Second passage, 710 km/h. Troisième passage, 725 km/h. Le silence. Le Bf-109, le roi du ciel, volait à 550. Le Spitfire, encore sur les planches à dessin, était conçu pour 580. Cet assemblage de bois, de colle et de moteurs de char, piloté par un étudiant, venait de pulvériser de près de 150 km/h tout ce qui volait en Europe. C'était l'avion de guerre le plus rapide du monde. Mais la tragédie frappa. Le pari était gagné, mais la folie avait un prix. Sagnac, enivré par la vitesse, voulut montrer ce que l'avion avait dans le ventre. Il tenta une manœuvre de dogfight pour laquelle le D-14 était conçu. Il tira sur le manche pour un virage serré. Ce fut trop pour la structure. Le Rafale, conçu pour la vitesse pure, pas pour l'agilité, ne pardonna pas. L'arbre de transmission, l'œuvre de Sagnac, subit un couple trop violent. La résonance harmonique que les professeurs avaient prédite se produisit. L'arbre se brisa. À 700 km/h, le résultat fut instantané. L'hélice arrière se désintégra. Les 2 moteurs, libérés de leur charge, s'emballèrent et explosèrent. Le Rafale disparut dans une boule de feu orange et de débris de bois. Le pari insensé avait coûté la vie de Pierre Sagnac. Le lendemain, Darlan, le visage gris, signa le renvoi de Jean-Luc Audran et de Marc Dutilleul pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui et destruction de matériel. Le projet Rafale F1 fut officiellement enterré, classé dangereux et instable. Le ministère de l'Air adopta le D-14. L'establishment avait gagné. L'avion le plus rapide d'Europe et son créateur n'étaient plus qu'une note de bas de page tragique, une idée folle, conçue pour échouer, et qui avait, d'une certaine manière, réussi avant de mourir. Juin 1940. L'air de Toulouse n'est plus électrique. Il est lourd, suffocant, puant la défaite. L'armée de l'air française, fière de ses biplans Darlan D-14 manœuvrables et de ses Morane Saulnier obsolètes, a été balayée du ciel en moins de 3 semaines. Les Messerschmitt 109, ces avions que Darlan jugeait vulgaires, sont les maîtres absolus du ciel français. La science de l'establishment a échoué de la manière la plus catastrophique et la plus humiliante qui soit. Le professeur Émile Darlan, l'homme qui avait tout misé sur l'agilité contre la vitesse, a été arrêté par les Allemands et contraint de collaborer, son génie logique mis au service de la Luftwaffe.
La défaite était la justification tragique et posthume de la folie de Sagnac, Audran et du Tilleul. Le Rafale F-1, cet avion en bois moqué de tous, aurait pu changer le cours de la bataille de France, mais il n'était plus qu'un tas de cendres dans un rapport classé dangereux. Jean-Luc Audran et Marc du Tilleul, les deux survivants du trio, avaient été renvoyés de super-héros, leur nom traîné dans la boue. Homicide par arrogance, avait écrit le journal local. Ils étaient des parias. Lorsque l'invasion a commencé, ils ont été séparés par le chaos. Marc du Tilleul, le charpentier, a rejoint la résistance dans le Vercors, utilisant son génie du bois moulé pour fabriquer des skis, des explosifs cachés et des abris secrets. Jean-Luc Audran, l'aérodynamicien, n'avait qu'une obsession, sauver les plans. Il savait que Sagnac n'était pas mort pour rien. Il a pris les microfilms du Rafale, les a cousus dans la doublure de sa veste, et a commencé une odyssée de 1000 kilomètres vers le sud. Il a traversé les Pyrénées à pied, a été emprisonné en Espagne, s'est évadé, et a finalement réussi à atteindre Lisbonne. Là, il a supplié l'attaché de l'air britannique de le laisser monter dans un hydravion pour l'Angleterre. Il n'était personne, juste un autre réfugié français avec une idée folle. Il arriva à Londres en janvier 1941, sans un sou, parlant à peine anglais, mais serrant ses microfilms comme une relique. Il se présenta au ministère de l'Air. Il fut accueilli avec la politesse froide et le mépris à peine déguisé que les Britanniques réservaient aux Français vaincus. Il déroula ses plans. « Messieurs, dit-il dans un anglais hésitant, je vous offre l'avion de guerre le plus rapide du monde. » Les ingénieurs du Royal Aircraft Establishment, RAE, regardèrent les plans. Un moteur derrière le pilote, une hélice propulsive, et, Dieu leur pardonne, une structure en bois. C'était le Rafale de Toulouse une deuxième fois. « Mon cher monsieur Audran, lui dit le maréchal de l'air Sir Wilfrid Freeman, c'est très français, très ingénieux. Mais nous ne construisons pas des meubles, nous construisons des Spitfire. Le bois, c'est pour les clubs de cricket. » Le rejet fut total. C'était la deuxième mort du Rafale. L'idée folle, conçue pour échouer, avait encore échoué. Audran, brisé, fut envoyé dans un camp d'internement pour réfugiés. Sa folie confisquée et classée dans un tiroir à Farnborough sous la mention « Curiosité française ». Instable. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Mais le destin, ou peut-être le diable, avait d'autres plans. À quelques kilomètres de là, un autre fou se battait contre l'establishment britannique. Il s'appelait Geoffrey de Havilland. De Havilland, un génie visionnaire, faisait face à une pénurie critique d'aluminium. Il avait sa propre idée folle, construire un bombardier sans armes, si rapide qu'aucun chasseur ne pourrait le rattraper. Et pour le rendre léger et solide, il voulait le construire, en bois, en contreplaqué moulé, le même procédé que Marc du Tilleul avait maîtrisé. Mais l'équipe de Havilland luttait. Leur fuselage en bois se déformait sous la contrainte des deux puissants moteurs Merlin. Ils n'arrivaient pas à obtenir la rigidité nécessaire sans ajouter des renforts en métal, ce qui alourdissait l'avion et ruinait le concept. Sir Freeman, l'homme qui avait rejeté Audran, se souvint soudain des plans de l'avion meuble français. Il se souvint de la structure monocoque, de cette technique de cuisson sous vide que l'ingénieur français avait mentionnée. Ce n'était pas l'avion qui l'intéressait, c'était la méthode de construction. Il fit sortir Audran du camp d'internement. Ce ne fut pas une rencontre glorieuse. Audran fut amené, sous escorte, dans le hangar secret de Hatfield, où de Havilland construisait son prototype. De Havilland, un homme pragmatique, lui montra ses plans. « Monsieur Audran, dit-il, votre avion est absurde. Le moteur à l'arrière ne volera jamais correctement. Mais ceci. » Il tapota la coque en bois de son propre avion. « Ceci est en train de me tuer. Montrez-moi ce que vous avez fait à Toulouse. Montrez-moi votre cuisson sous vide. » Jean-Luc Audran regarda le plan de Havilland. Ce n'était pas son Rafale. C'était un bimoteur conventionnel, les moteurs sur les ailes. Mais il vit quelque chose. Il vit la même philosophie. La vitesse avant tout, la pureté aérodynamique. Et il vit la même peau, en bois. Pendant une semaine, Audran travailla sans dormir. Il n'était plus un concepteur. Il était un artisan, comme son ami Marc. Il redessina la structure interne du fuselage de Havilland. Il introduisit la technique du sandwich de contreplaqué balsa qu'ils avaient inventé et il supervisa la construction du sac à vide géant basé sur la cocotte minute de Sagnac. Le résultat fut un miracle.
Le nouveau fuselage était 30% plus léger et 50% plus résistant que tout ce que les Britanniques avaient reproduit. C'était une coque d'une seule pièce, lisse, aérodynamique. L'idée folle d'Audran, le Rafale F1, était morte. Mais son âme structurelle, le génie du bois de Mark du Tilleul, venait d'être transplanté dans le corps d'une autre machine. Et cette machine était sur le point de devenir l'avion de guerre le plus rapide et le plus polyvalent d'Europe. Le pari insensé n'avait pas échoué. Il avait, par l'accident le plus tragique et le plus improbable, donné naissance au de Havilland Mosquito. L'année 1942. L'Europe est à genoux. La Luftwaffe, avec son chasseur Focke-Wulf 190, domine le ciel de la Manche, surclassant même le Spitfire Mark V. L'Angleterre a besoin d'un miracle, et ce miracle arrive, non pas sous la forme d'un chasseur, mais sous celle d'une rumeur. Un avion fantôme, si rapide que les pilotes de chasse allemands, stupéfaits, rapportent l'avoir vu, mais n'avoir jamais pu le rattraper. Il frappe Berlin en plein jour, prend des photos, et rentre à sa base avant que les intercepteurs n'aient pu décoller. C'est le de Havilland DH. 98. Le Mosquito, surnommé la merveille en bois, The Wooden Wonder, il devient instantanément l'avion de guerre le plus rapide et le plus polyvalent du théâtre européen. Il vole à plus de 660 km/h, pulvérisant les performances du Bf-109 et du FVV-190. L'avion que les trois mousquetaires avaient promis, l'avion de 700 km/h, existait enfin. Il n'avait pas de moteur central, il n'avait pas d'hélice propulsive. Mais il avait le cœur et l'âme du Rafale F1. Son secret, ce n'était pas ses moteurs Rolls-Royce Merlin, c'était sa structure, sa coque monocoque en contreplaqué moulé, cette folie de charpentier que Mark du Tilleul avait inventée, que Jean-Luc Audran avait transporté en Angleterre et qui avait été rejetée par tous les experts avant d'être adoptée par Geoffrey de Havilland. Le pari insensé avait changé le monde, non pas en volant, mais en enseignant au monde comment voler. La technique de la cuisson sous vide de Toulouse, appliquée à Hatfield, a permis de construire l'avion le plus léger et le plus aérodynamique de la guerre. Et cet avion, né d'un pari d'étudiants français, a tout fait. Il a été le bombardier de précision qui a mené le raid sur la prison d'Amiens, Opération Jéricho, et le quartier général de la Gestapo à Copenhague. Il a été le chasseur de nuit qui a décimé les bombardiers allemands. Il a été l'avion de reconnaissance qui a cartographié la Normandie avant le jour J, volant si haut et si vite qu'il était littéralement intouchable. L'ironie est tragique. Le ministère de l'Air britannique a célébré sa merveille en bois comme un triomphe de l'ingénierie britannique. Le nom de Jean-Luc Audran n'est jamais apparu sur un brevet. Il a passé le reste de la guerre comme ingénieur anonyme au Royal Aircraft Establishment, regardant les escadrilles de mosquitos tracer des lignes blanches dans le ciel, sachant que c'était le sang de Pierre Sagnac qui avait cimenté ses coques en bois. Quant à Mark du Tilleul, le charpentier, il a combattu dans la résistance jusqu'à la libération. Ce n'est qu'en 1945 qu'il a vu un mosquito de près, sur un aérodrome près de Lyon. Il a vu les mécaniciens réparer une brèche dans le fuselage. Il a reconnu la structure en sandwich, la peau, qu'il avait lui-même inventée dans le hangar 14. Il n'a rien dit. Il a simplement touché le bois, comme un père retrouvant un enfant perdu. L'avion le plus rapide d'Europe n'est pas né d'un plan gouvernemental. Il est né d'une vantardise. Il est né du sacrifice d'un pilote, de la fuite d'un aérodynamicien et de l'obstination d'un charpentier. Le Rafale F1 a perdu le pari et a été conçu pour échouer. Mais sa folie a donné au monde l'arme qui a gagné la guerre.